Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, mais sa véritable histoire était toujours cachée, juste hors de vue, dans les ombres que projettent les projecteurs les plus brillants. Petula Clark. La fille dorée de la Grande-Bretagne, devenue une icône pop mondiale, a captivé les foules avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de changements tumultueux. Des performances royales dans les abris anti-bombes pendant la guerre, jusqu'au sommet absolu des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était partout. Elle était la constance, le sourire impeccable, la mélodie rassurante dans un monde qui changeait trop vite. Pourtant, derrière ce sourire et ses succès intemporels, se cachait une vie privée marquée par un amour intense, des sacrifices dévorants, et une vérité indicible qui l'a suivie au fil des ans, une vérité sur son mariage, sur sa carrière, sur les choix qu'une femme devait faire pour tout avoir. Aujourd'hui, à 92 ans, alors que le dernier chapitre de sa vie s'écrit, Petula Clark a enfin brisé le silence. Elle admet ce que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait dire. Ce qu'elle a sacrifié pour devenir l'idole de plusieurs générations est bien plus profond que nous ne l'avions jamais imaginé. Restez avec nous, car l'histoire de la chérie chantante est bien plus complexe et bien plus humaine que la légende ne le laisse paraître. La vie de Petula Clark n'a pas commencé sous les projecteurs, elle a commencé sous le hurlement des sirènes. Née le 15 novembre 1932 à Ewell, dans le Surrey, à quelques kilomètres à peine du cœur battant de Londres, son enfance s'est déroulée non pas dans une cour de récréation, mais sur le fond sonore et terrifiant de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'avait que 7 ans lorsque la Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne. 7 ans. L'âge où les peurs se limitent au monstre sous le lit. Pour Petula, le monstre était bien réel, et il était dans le ciel. Tandis que la plupart des enfants de son âge s'habituaient péniblement aux tickets de rationnement, à l'obscurité du blackout et au poids étrange des masques à gaz, la jeune Petula découvrait quelque chose en elle. Un don. Une voix capable de percer le brouillard de la peur comme un rayon de soleil inattendu. Son père, Leslie Clark, s'en est rendu compte avant tout le monde. Leslie n'était pas un impresario impitoyable. C'était un infirmier de métier, travaillant dans un hôpital local, un homme ordinaire avec une passion extraordinaire pour le spectacle. Dénicheur de talents amateurs par instinct, il voyait en sa fille non pas un gagne-pain, mais peut-être une vocation. Sa mère, Doris, était elle-même une soprano douée. La musique était dans leur sang, mais c'est Leslie qui a senti le potentiel brut. Il l'a poussée vers le micro, non pas initialement pour la célébrité, mais pour une raison bien plus urgente, servir une nation en quête désespérée d'espoir. Le moral était une arme de guerre aussi vitale que les Spitfire. Ce moment décisif est arrivé bien plus vite que prévu. En 1942, alors qu'elle n'avait que 9 ans, Petula a été invitée dans un studio de la BBC. L'émission s'appelait It's All Yours, un programme populaire visant à diffuser des messages de soldats à leurs familles, et inversement. Elle devait simplement lire un message pour son oncle, engagé à l'étranger. Elle était accompagnée de son père. Pendant qu'ils attendaient dans le foyer du Criterion Théâtre, qui servait de studio de diffusion souterrain, le destin a frappé. Littéralement. Un raid aérien allemand a commencé. Les bombes pleuvaient sur Londres. Le bâtiment tremblait. Le chaos s'est installé, menaçant l'annulation pure et simple de l'émission. La panique montait parmi l'équipe technique et le public du studio. Mais au lieu de pleurer ou de chercher son père, la petite Petula, 9 ans, a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est tournée vers le producteur de l'émission, un homme nommé Cecil Madden, et lui a calmement proposé de chanter. Chanter, pendant que le monde semblait s'effondrer au-dessus de leur tête. Pour calmer les nerfs de tout le monde, Madden accepta. Elle s'avança vers le micro, sans accompagnement, a cappella, elle chanta Mictila Rose. Sa voix, claire, pure et étonnamment puissante pour un si petit corps, a non seulement été diffusée sur les ondes, mais elle a aussi littéralement stupéfié les auditeurs. Le standard de la BBC fut inondé d'appels. Ce n'était pas seulement une jolie voix, c'était un acte de défi. Ce soir-là, une étoile est née. Une étoile forgée dans le feu et l'acier. La BBC a compris instantanément ce qu'elle tenait. Petula est devenue un pilier de la radio de guerre. Elle allait se produire dans plus de 500 émissions de radio avant la fin de la guerre. 500. Souvent depuis des abris antiaériens froids et humides, des cantines militaires et des camps d'entraînement. Elle avait sa propre émission, PS par lourd, où elle lisait des lettres de soldats et chantait leurs requêtes. Les soldats l'ont surnommée la chérie chantante, The Singing Sweetheart. La BBC, cherchant une comparaison facile, l'a appelée la Shirley Temple britannique. Ce surnom est resté, mais il ne l'a jamais vraiment défini. Shirley Temple était une création hollywoodienne, Petula Clark était une nécessité de temps de guerre. Tandis que d'autres enfants artistes de cette période troublée disparaissaient des projecteurs une fois la paix revenue, Petula, elle, ne faisait que prendre de l'élan. Elle était déjà une professionnelle aguerrie avant même d'avoir atteint l'adolescence. Au milieu des années 1940, elle a fait une transition sans effort,
presque inévitable, vers le cinéma britannique. L'industrie cinématographique britannique, désireuse de produire des films optimistes pour une nation fatiguée, avait besoin d'un visage comme le sien. Elle a débuté en 1944 dans le film Medal for the General, où elle jouait une écolière aidant un général à la retraite à retrouver un sens à sa vie. Un rôle étonnamment approprié. Clarke, dans la réalité, faisait exactement cela pour tout un pays depuis des années. Au cours de la décennie suivante, elle a joué dans plus de 20 films. Elle est devenue le visage de la jeunesse britannique d'après-guerre, notamment dans la populaire série de films The Hughes Family. Elle y jouait la fille adolescente idéale, pleine de vie et de bon sens. Elle a partagé l'écran avec les plus grandes stars de l'époque, des géants comme David Niven et Trevor Howard. Elle n'était plus seulement la chérie chantante, elle était Petula Clarke, la star de cinéma. Mais c'est la musique, et non le cinéma, qui allait définir son héritage et causer ses plus grandes joies et ses plus profonds tourments. Le premier enregistrement commercial de Petula Clarke date de 1949, avec la chanson Plus Your Shoes on Lucy. Il est sorti sous le label nouvellement créé Polygon, une maison de disques fondée spécifiquement pour promouvoir sa carrière. Cette même année, à seulement 17 ans, elle cofonde ce label avec son père Leslie et un financier nommé Alan Freeman. Arrêtons-nous un instant sur ce point. À 17 ans, elle n'était pas seulement une chanteuse sous contrat, elle était copropriétaire de sa propre maison de disques. Cela affirme son statut non seulement d'artiste, mais aussi de femme d'affaires incroyablement avant-gardiste, bien avant que le terme ne soit à la mode. Ce label sera finalement absorbé par Pi Records en 1955, où elle restera pendant les décennies les plus cruciales de sa carrière. C'est à cette époque que ses talents linguistiques, un atout qui la distinguera de toutes ses contemporaines, commencent à briller. Clarke chante couramment en français, en allemand et en italien. Un fait d'une rareté incroyable, même parmi les plus grandes stars européennes de l'époque. Son tube de 1954, The Little Showmaker, s'impose non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, lui ouvrant les portes d'un public international bien plus large. Beaucoup y ont vu le début triomphal de sa carrière mondiale. Mais Petula, elle, savait mieux que quiconque. Ce n'était que la suite logique d'une vie qu'elle n'avait jamais vraiment choisie, mais simplement suivie. Car derrière les mélodies joyeuses, le charme du grand écran et les applaudissements, une autre histoire, bien plus silencieuse, se dessinait. La célébrité, surtout une célébrité née de la guerre, lui avait coûté quelque chose que peu de gens remarquaient à l'époque, le luxe d'être une enfant. Tandis que ses camarades de classe assistaient à des bals scolaires ou s'inquiétaient de leurs examens, Petula répétait pour des émissions de la BBC. Les vacances d'été étaient remplacées par des séances d'enregistrement interminables et des tournées à l'étranger. Et même si elle ne s'en plaignait que très rarement en public, elle a plus tard avoué avoir ressenti un profond et douloureux détachement du monde normal, en dehors de la scène. Elle était une petite adulte depuis l'âge de 9 ans. Elle ne savait pas comment être autrement. Elle reconnaîtra, bien plus tard, avec une franchise teintée de regret, que cette distance, cette incapacité à se connecter à la banalité de l'enfance, a peut-être inconsciemment influencé la manière dont elle se rapprocherait, ou non, de ses propres enfants, des décennies plus tard. Dès son plus jeune âge, Petula Clarke avait compris ce que signifiait servir une cause plus grande qu'elle. Elle a donné son enfance à une nation en guerre, et en est sortie avec une carrière, une image publique irréprochable et une voix qui la porterait à travers les générations. Mais la fillette qui chantait pendant les bombardements avait déjà compris une vérité fondamentale qui l'accompagnerait toute sa vie. La lumière la plus vive projette souvent l'ombre la plus longue. Si le courage de cet enfant de 9 ans, chantant a cappella pendant un bombardement, vous a touché, nous vous serions très reconnaissants de nous laisser un j'aime sur cette vidéo. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Au milieu des années 1950, Petula Clarke n'était plus une étoile montante. Elle était un nom connu de tous. Elle avait conquis la radio britannique, charmé le public du cinéma et se trouvait désormais prête à embrasser quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus complexe, la gloire dans la musique pop. À seulement 23 ans, Petula avait déjà vécu plusieurs vies sous les projecteurs. Mais c'est aussi pendant cette période tourbillonnante, alors qu'elle tentait de faire la transition difficile d'enfant star à artiste adulte, qu'elle connut sa première peine de cœur. Une peine profondément personnelle, discrète, et pourtant dévastatrice. Il s'appelait Joe Monsieur Piano Henderson. Pour le public britannique des années 50, Joe Henderson était une figure familière. Un pianiste élégant, raffiné et incroyablement charmeur, reconnu pour son style impeccable et sa facilité à établir un lien instantané avec le public. Il était une présence régulière dans les programmes de variété les plus populaires. Mais c'est sa collaboration avec Petula qui eut le plus grand impact, à la fois professionnellement et personnellement. Ensemble, ils animaient l'émission de radio incroyablement populaire PN Monsieur Piano sur la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable. C'était plus que deux artistes jouant ensemble. C'étaient des duos empreints d'une chaleur palpable, des échanges complices,
une tension sous-jacente qui dépassait la simple performance. Le public, tout comme les tabloïds de l'époque, ne mit pas longtemps à spéculer. La chérie de la nation avait trouvé son prince, semblait-il. Et ils avaient raison. En coulisses, Petula et Joe étaient tombés profondément amoureux. Ils passaient des heures en studio à arranger des chansons, et encore plus de temps en dehors, à parler musique, à parler de la vie, à partager leurs rêves. Pour Petula, qui avait grandi entouré d'adultes de l'industrie, Joe représentait quelque chose de nouveau. Il était un partenaire créatif de son âge, quelqu'un qui comprenait la pression de la scène. À un moment donné, des murmures insistants de fiançailles circulaient même. Tout semblait parfait. Mais en coulisses, des fissures commençaient à apparaître. Des fissures causées non pas par une trahison, mais par quelque chose de bien plus insidieux, la peur et l'insécurité professionnelle. Henderson, bien que talentueux et populaire, sentit de plus en plus le poids de l'ombre de Petula. Elle n'était pas seulement une star au Royaume-Uni, elle commençait à exploser à l'international. Elle recevait des offres de la France, de l'Allemagne. Elle enregistrait en plusieurs langues. Sa trajectoire était fulgurante, verticale. Joe, quant à lui, voyait sa propre carrière stagner. Il était Monsieur Piano, mais elle devenait Miss Monde. Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark, aurait-il confié plus tard, dans une confession discrète, mais lourde de sens. Une phrase mêlée d'insécurité masculine classique, mais aussi d'une réelle tristesse. Il sentait qu'il ne pouvait pas suivre, et pire, qu'il la freinait peut-être. La rupture ne fit pas les gros titres. Il n'y eut pas de scandale public, pas d'éclat. Elle eut lieu dans le calme, sans drame. Et pourtant, pour Petula, ce fut une perte profonde, sa première véritable blessure d'adulte. Joe n'était pas seulement un petit ami. Il avait été son premier véritable partenaire créatif, une présence rassurante, un pilier de ses débuts d'artiste adulte. Ils continuèrent à travailler ensemble pendant un temps, mais l'alchimie s'était brisée. Quelque chose avait changé. En 1957, Henderson sortit une ballade mélancolique intitulée There's Nothing More to Say, il n'y a plus rien à dire. Un morceau doux, poignant, qui semblait résonner comme un adieu personnel. Petula, avec sa grâce habituelle, l'inclut sur son propre album In Other Words cette même année. C'était un clin d'œil discret, un dernier hommage à un homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même si l'amour avait dû changer de forme. Cette histoire de cœur brisé vous parle-t-elle? Avez-vous déjà ressenti ce décalage dans une relation où l'un des partenaires évolue plus vite que l'autre? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Le chagrin, cependant, n'entrava pas son élan. Au contraire, il le propulsa peut-être dans une nouvelle direction. Cette même année 1957, sentant peut-être le besoin de changer d'air, de fuir l'atmosphère confinée de Londres où elle était toujours la petite Petula, elle accepta une invitation à se produire à Paris. Elle devait apparaître à l'Olympia et dans une émission de télévision en direct très en vue, Musicorama, présentant les plus grands talents musicaux d'Europe. C'est là, dans les bureaux de sa maison de disques française, VOG Records, au cœur du tumulte médiatique parisien, qu'elle rencontra un homme qui allait changer sa vie pour toujours. Il s'appelait Claude Wolff. Claude n'était pas un artiste. Il n'était pas pianiste, il ne chantait pas, il ne cherchait pas les projecteurs. Il était responsable de la promotion chez VOG, un homme d'affaires, un publicitaire. Il était français, sophistiqué, intelligent, et surtout, il dégageait quelque chose que Petula n'avait jamais trouvé dans le milieu musical, la sérénité. Contrairement à Joe, Claude n'était pas en compétition avec elle. Il était fasciné par elle, non seulement par son talent, mais aussi par son potentiel inexploité. Il voyait en elle non pas la starlette britannique, mais une chanteuse internationale. Leur relation évolua lentement, délibérément, loin des caméras et des studios d'enregistrement. Il lui fit découvrir le Paris intellectuel et artistique. Il l'emmena écouter du jazz dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Il lui présenta des compositeurs et des paroliers, dont un certain Charles Aznavour, plus tard, Serge Gainsbourg. En 1961, ils se marièrent. Pour la première fois de sa vie, Petula semblait tout avoir. Un amour qui n'était pas menacé par sa propre lumière, et une carrière qui prenait une nouvelle dimension. Avec Claude, qui devint rapidement son manager, elle prit une décision radicale. Elle quitta le Royaume-Uni. Ils construisirent leur foyer non pas à Paris, mais à Genève, en Suisse. Loin du tumulte du showbiz, loin des tabloïds britanniques qui la harcelaient encore sur son image des enfants stars. Ils eurent 3 enfants, Barbara, Catherine, et plus tard, Patrick. Petula décrivit la maternité comme la plus grande joie de sa vie. Mais aussi, très vite, comme un numéro d'équilibriste infernal. Car la célébrité, elle, ne l'avait pas lâchée. Tandis que d'autres artistes féminines de l'époque se retiraient dans une vie domestique après le mariage ou les enfants, Petula, poussée par Claude et par sa propre ambition, entamait son âge d'or musical.
En 1964, alors qu'elle était déjà une immense star en France, un producteur britannique, Tony Hatch, vint la voir à Paris avec une chanson qu'il avait écrite en s'inspirant d'un voyage à New York. Une chanson qu'elle n'aimait pas particulièrement au début. Cette chanson, c'était Downtown. Elle l'enregistra, presque à contre-cœur. Le reste appartient à l'histoire. La chanson explosa. Elle la propulsa au rang de superstar mondiale, atteignant la première place aux États-Unis, lui valant un Grammy, et faisant d'elle une véritable icône internationale de la pop. Elle avait 32 ans. Elle était mère de 2 jeunes enfants. Et elle était la plus grande star féminine de la planète. Mais derrière les trophées, les voyages en première classe et les ovations, la culpabilité commençait à couver. Clarke était une mère active, une working mom, à une époque où cela restait rare, et souvent très mal vu. Elle a avoué, bien plus tard, que les rôles simultanés de vedette mondiale et de mère n'avaient jamais été faciles à concilier. Il y eut des anniversaires manqués. Il y eut des pièces de théâtre scolaires vues uniquement en photo. Il y eut des vacances annulées à la dernière minute à cause d'une émission de télévision à Los Angeles ou d'une session d'enregistrement à Londres. Il y eut de longues périodes d'absence, où ses enfants apprirent à accepter sa présence par téléphone, sans jamais vraiment comprendre pourquoi le monde entier avait plus besoin de leur mère qu'eux. Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, dit-elle un jour, sa voix chargée d'une émotion qu'elle maîtrisait à peine. Et je me demande parfois, encore aujourd'hui, ce que cela leur a coûté. Au fil des années 1960, Petula Clarke devint l'une des chanteuses les plus reconnues et les plus respectées au monde. Son mariage avec Claude dura, fonctionnant comme une machine de guerre professionnelle, même s'il n'était pas sans tension. Le son de l'adieu, qu'elle avait entendu pour la première fois lors de sa rupture silencieuse avec Joe Henderson, résonnait désormais d'une manière différente. C'était l'adieu constant à ses enfants sur le pas de la porte de leur maison en Suisse, alors qu'elle partait courir après les chansons aux 4 coins du globe. Le monde voyait une star polie, rayonnante, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs se trouvait une femme qui avait offert des morceaux de son cœur à l'amour, à la maternité et à l'ambition, sans jamais vraiment savoir lequel des 3 elle finirait par trahir. Si cette histoire, celle d'une artiste jonglant entre une gloire immense et sa vie de famille, vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous serions honorés de vous compter parmi nous pour découvrir d'autres portraits de vies extraordinaires. La British Invasion des années 60 appartenait peut-être aux Beatles, aux Rolling Stones et aux Kings. Mais Petula Clarke, elle, était déjà loin. Géographiquement, musicalement, et émotionnellement, elle avait pris une longueur d'avance. Au début des années 1960, elle avait tourné le dos à la scène trépidante mais étouffante du divertissement londonien. Elle avait trouvé refuge, et ironiquement, une bien plus grande liberté, dans un coin plus calme et plus cosmopolite d'Europe. Avec son mari et manager, Claude Wolff, elle s'était installée à Genève, en Suisse. Un endroit où la célébrité comptait peu, où les montagnes offraient l'anonymat, et où la presse gardait une distance respectueuse. Pour Petula, c'était une fuite délibérée, mais ce n'était en aucun cas une retraite. Elle ne voulait pas disparaître. Elle voulait évoluer. Bien avant que Downtown n'explose dans les classements mondiaux en 1964, Petula Clarke s'était déjà imposée comme une immense star en France. C'est un point que beaucoup d'auditeurs anglo-saxons ignorent. Elle n'a pas été découverte par Downtown. Elle a été redécouverte. En France, elle enregistrait abondamment. Elle produisait des succès massifs comme Cœur blessé, Yaya Twist, et surtout Chariot. Ce dernier, Chariot, devint un tel phénomène qu'il fut réimaginé en anglais sous le titre You Will Follow Him et devint un tube mondial pour Little Peggy Marsh. Son accent français était impeccable. Sa diction, naturelle. Le public français ne la voyait pas comme une curiosité étrangère, une Anglaise chantant en français. Il l'embrassait comme l'une des leurs. À Paris, elle devint une figure chérie de la télévision et de la radio, côtoyant des icônes comme Charles Aznavour. Elle enregistra même La Gadoue, une chanson écrite spécialement pour elle par un Serge Gainsbourg alors à ses débuts, une chanson devenue depuis un classique intemporel de la chanson française. Pourtant, contrairement à beaucoup de ses homologues britanniques qui savouraient la célébrité, Petula, elle, la fuyait. Elle refusait les interviews personnelles. Elle refusait de jouer le jeu des vedettes. Celle qui avait été l'enfant prodige de la guerre au Royaume-Uni, exhibée et analysée depuis l'âge de 9 ans, protégeait désormais farouchement sa vie adulte. Elle voulait le contrôle. Le contrôle de son image, de son intimité, et plus que tout, de son temps. La vie en Suisse lui offrait exactement cela. Depuis sa maison élégante près du lac Léman, elle pouvait travailler en paix. Elle pouvait élever ses filles, Barbara et Catherine, loin des objectifs des paparazzi. Elle pouvait passer ses week-ends dans un chalet isolé, niché dans les Alpes françaises, que le couple avait acheté. Aucun tabloïd n'attendait à sa porte. Aucun ragot ne circulait. C'était une vie presque normale, entrecoupée de triomphes internationaux.
Dans ce nouveau chapitre européen, elle commença à façonner une carrière qui n'était plus liée uniquement au public anglophone, ni aux pressions des classements pop. Elle enregistra en italien, en allemand, en espagnol. Elle tourna à travers toute l'Europe, se produisant devant des fans adorateurs à Rome, Berlin, Madrid et Bruxelles. Tandis que Londres la couronnait, un peu tardivement, première dame de la chanson britannique après Downtown, elle bâtissait tranquillement un empire continental, sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Mais cette vie avait un coût. Des années plus tard, Petula parlerait avec une franchise rare et désarmante des sacrifices qu'elle avait faits. Les tournées incessantes. Les heures sans fin en studio. Et le temps. Le temps passé loin de ses enfants. Elle manqua leurs pièces de théâtre à l'école. Elle manqua leurs genoux écorchés. Les anniversaires étaient trop souvent célébrés par téléphone, ou avec des cadeaux somptueux laissés dans des chambres d'hôtel impersonnelles. J'ai fait de mon mieux, dit-elle un jour dans une interview, sa voix empreinte d'une peine que seul le temps peut sculpter. Mais mon mieux, c'était souvent de très loin. Cette culpabilité de mère, ce sentiment d'avoir manqué l'essentiel tout en conquérant le monde, est peut-être la vérité la plus profonde et la plus longtemps tue de Petula Clark. C'est le soupçon que le public a toujours eu, que derrière cette perfection, quelque chose avait dû être sacrifié. Les années 1970 et 1980 furent marquées par une profonde réflexion. Alors que les succès pop stratosphériques des années 60 ralentissaient inévitablement, Petula ne s'est pas accrochée désespérément à la gloire passée. Elle s'est tournée, ou plutôt retournée, vers le théâtre. Un médium qui lui offrait à la fois une structure, un défi, et une profondeur émotionnelle que les chansons de 3 minutes ne pouvaient plus lui offrir. Sur scène, elle pouvait s'immerger totalement dans un rôle, plutôt que d'incarner Petula Clark, star de la pop. En 1981, elle prend un risque immense. Elle accepte le rôle principal de Maria dans la reprise londonienne de La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music. Les critiques étaient sceptiques. Une star de la pop dans un rôle aussi iconique? Mais elle leur donna tort. Sa performance fut saluée comme une révélation. Elle joua Maria avec une tendresse et une maturité nourrie par sa propre expérience de mère. Ce fut un triomphe absolu, battant des records de fréquentation au West End. Plus tard, elle enfila les chaussures hantées de Norma Desmond dans Sunset Boulevard. Quel choix fascinant! Elle, la star la plus stable et la moins capricieuse du showbiz, jouant l'incarnation même de la star déchue et délirante. Elle n'a pas seulement joué le rôle, elle y a apporté le poids de ses propres décennies sous les projecteurs, la compréhension de ce que la célébrité peut donner, et ce qu'elle peut prendre. Andrew Lloyd Webber lui-même l'a choisi pour les tournées américaines et britanniques. Les spectateurs ressentaient cette authenticité. Ils l'avaient toujours ressenti. Dans les coulisses de cette nouvelle carrière théâtrale, Petula se mit à écrire davantage de musique, souvent en collaboration avec des compositeurs et paroliers français. Elle sortit des albums inclassables, des albums pour elle-même. Il mêlait chansons, ballades poétiques et airs de théâtre dramatique. Elle ne cherchait plus à entrer dans le top 40. Elle chantait simplement la musique qui résonnait avec la femme complexe qu'elle était devenue. Même dans ses 60 et 70 ans, l'équilibre entre la vie publique et cette nostalgie intime restait fragile. Sur scène, elle éblouissait. Gracieuse, lumineuse, chaque note parfaitement intacte. Mais chez elle, dans sa maison en Suisse ou son appartement à Londres, elle était une mère et une grand-mère réfléchissant au temps perdu, et aux choix irréversibles qu'elle avait faits. Peu d'artistes parviennent à se réinventer aussi complètement. Encore moins dans plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs disciplines. Et rares, très rares, sont ceux qui le font avec une telle humilité, et un tel coup personnel silencieux. À la fin des années 1960, Petula Clark n'était pas seulement une star, elle était une institution. Elle était l'antithèse du scandale. Dans une décennie marquée par la contre-culture, la rébellion, les drogues et les controverses politiques, Petula était une valeur sûre. Avec sa voix d'or, son mariage stable avec Claude Wolff, et des succès mondiaux aussi impeccables que Downtown ou Don't Sleep in the Subway, elle avait conquis les classements pop au Royaume-Uni, aux États-Unis, et dans toute l'Europe. Elle l'avait fait sans la moindre controverse. Dans une industrie saturée de crises médiatiques et de comportements outranciers, Petula Clark était l'exception. Posée, élégante, professionnelle, et farouchement apolitique. Tout cela allait changer en 1968. Non pas à cause d'un scandale de son fait, mais à travers un moment. Un simple geste. Un moment si subtil qu'il aurait pu passer totalement inaperçu, s'il n'avait pas touché un nerf à vif des tensions raciales qui déchiraient alors l'Amérique. L'incident eut lieu pendant l'enregistrement de Petula, son émission spéciale en prime time sur la chaîne américaine NBC. L'invité vedette de l'émission était Harry Belafonte. Lui-même n'était pas étranger à la controverse. C'était un artiste immense, mais aussi un activiste infatigable pour les droits civiques, un ami proche de Martin Luther King Jr. Le climat était électrique.
L'année 1968 fut l'une des plus violentes de l'histoire américaine moderne. La guerre du Vietnam faisait rage. Les tensions raciales étaient à leur paroxysme. Quelques semaines seulement après l'enregistrement de cette émission, le Dr King serait assassiné. C'est dans ce contexte que Petula et Harry se sont retrouvés sur scène pour chanter en duo. Ils interprétèrent On the Path of Glory, une chanson anti-guerre, un chant spirituel et engagé sur l'unité et la justice. Pendant qu'ils chantaient, vers la fin de la chanson, Petula, visiblement ému par la puissance de l'instant et par la performance de Belafonte, fit un geste. Un geste humain, simple, instinctif. Elle posa doucement sa main sur l'avant-bras de Harry Belafonte. Un geste de camaraderie, d'affection, de respect. La chanson s'est terminée. L'enregistrement s'est arrêté. Et c'est là que l'enfer s'est déchaîné. Chrysler, le géant de l'automobile, était le sponsor exclusif de l'émission. Un représentant de la marque, un homme nommé Fred Schwecker, était présent sur le plateau. Il était furieux. Il s'opposa immédiatement et violemment à ce qui venait de se passer. Il exigea que la scène soit retournée, ou que ce plan précis soit coupé au montage. La raison invoquée était brutale, laide, et sans ambiguïté, une femme blanche touchant un homme noir à la télévision nationale, en prime time, pourrait et selon lui, aller heurter le public sudiste. Et pire encore pour Chrysler, cela pourrait nuire aux ventes de voitures. Petula Clark fut horrifiée. Stupéfaite. Elle, l'Anglaise qui avait grandi en chantant pour l'unité pendant la guerre, qui avait été adoptée par la France, ne pouvait pas comprendre. L'idée qu'un geste humain, simple et sincère, puisse être perverti en quelque chose de menaçant, de sexuel ou de déplacé n'était pas seulement insultante. C'était révoltant. Harry Belafonte, tristement habitué à ce genre de racisme, resta calme. Mais Petula et son mari, Claude Wolff, restèrent fermes. Ils refusèrent. Catégoriquement. Claude Wolff informa la chaîne et le sponsor que la scène ne serait pas modifiée. Elle serait diffusée telle qu'elle, avec le contact, ou l'émission entière ne serait pas livrée. C'était non négociable. Petula, en larmes dans sa loge, soutint son mari. Elle était prête à sacrifier cette énorme opportunité de carrière aux États-Unis plutôt que de céder à cette demande odieuse. La bataille fit rage pendant plusieurs jours. Chrysler menaça de se retirer. NBC était prise entre le marteau et l'enclume. Finalement, Chrysler céda. L'émission fut diffusée le 6 avril 1968, sans altération. Petula Clark entra ce jour-là dans l'histoire, peut-être involontairement, comme la première personne à refuser la censure à la télévision américaine sous la pression d'un sponsor majeur à propos d'un contact interracial. La réaction fut mitigée. Les défenseurs des droits civiques saluèrent son courage discret. Harry Belafonte raconta plus tard qu'il s'agissait d'un puissant et inoubliable moment de solidarité. Mais d'autres, dans l'industrie, furent moins bienveillants. L'incident fit d'elle une faiseuse de vagues. Dans les années qui suivirent, Petula fut subtilement, mais sûrement, mise à l'écart de plusieurs chaînes américaines. Les offres de grandes émissions de variété se raréfièrent. Sa visibilité grand public aux États-Unis, qu'elle avait mis tant d'années à construire, s'amenuisa. Non pas par perte de talent, non pas par perte de popularité, mais en raison d'un contre-coup silencieux de l'industrie. Elle avait défié un sponsor. Elle avait coûté de l'argent. Pour Petula, ce fut un rude réveil. Elle qui croyait que la musique transcendait les barrières, que l'art, dans sa forme la plus pure, pouvait unir, venait de se heurter de plein fouet au mur du commerce et du préjugé. Elle choisit, fidèlement à elle-même, de ne pas en faire un spectacle public. Pas de conférences de presse enflammées, pas d'interviews militantes. Elle ne voulait pas être étiquetée comme une cause. Mais en privé, cet épisode la transforma. Elle commença à aborder sa vie publique avec encore plus de prudence. Elle devint encore plus protectrice de son image, non par vanité, mais par nécessité. Elle avait appris que sa carrière, si brillante fût-elle, était fragile. Et que pour une femme, elle l'était encore plus. Un geste mal interprété pouvait anéantir des décennies de travail. Un geste courageux, et lourd de conséquences. Si vous partagez notre admiration pour sa prise de position ce jour-là, un petit j'aime serait un immense soutien pour notre chaîne. Merci infiniment. Dans la décennie suivante, Petula Clark orienta sa carrière loin du tourbillon incessant et politiquement miné de la pop américaine. Elle refusa des rôles au cinéma, y compris dans des comédies musicales à gros budget qui ne l'intéressaient pas artistiquement. Elle ne cherchait plus à dominer les classements. Elle retourna plutôt là où sa carrière avait vraiment commencé, sur la scène. Elle retourna au théâtre, interprétant des rôles principaux dans des spectacles qui exigeaient tout d'elle. The Sound of Music, Sunset Boulevard, Blood Brothers. Dans ces personnages, souvent marqués par la douleur, la grâce, et une forme de rébellion silencieuse, elle trouva un nouveau sens, une nouvelle façon de s'exprimer, loin de la censure des sponsors et des exigences des hit-parades.
Mais le mot retraite n'a jamais fait partie de son vocabulaire. Dans ses 80 ans, elle continuait de se produire. En 2018, elle fait une apparition remarquée dans le film Le Retour de Mary Poppins, jouant la dame au ballon. Et en 2019, à 87 ans, elle rejoignait la production londonienne de Mary Poppins sur scène, incarnant la femme aux oiseaux, chantant Feed the Birds avec la même douceur puissante qu'il avait portée à travers les turbulences de 1968. Les applaudissements qui saluèrent sa performance ne saluaient pas seulement la chanson. Ils saluaient son endurance, sa dignité discrète, et son refus, intact, de plier sous la pression. Confession, regret, et un amour inachevé. Pendant plus de 60 ans, Petula Clark a été l'incarnation de la discrétion. Son mariage avec Claude Wolfe était considéré comme l'un des plus stables du show business. Une union de plus d'un demi-siècle, un partenariat qui avait survécu aux tempêtes de la gloire mondiale, aux pressions de l'industrie et à l'éducation de 3 enfants. Mais ce n'est qu'à l'approche de ses 80 et 90 ans que Petula Clark a commencé, avec une prudence infinie, à lever le voile sur son monde intérieur. Dans des interviews de plus en plus franches, elle a évoqué le coût émotionnel réel de cette célébrité à vie. Le temps perdu avec ses enfants, cet adieu constant qui hantait sa maternité. Et puis, il y avait Claude. Elle a admis, enfin, ce que beaucoup dans le cercle intime soupçonnaient depuis longtemps. Que son mariage, bien qu'il ait duré des décennies sur le papier, avait perdu son essence romantique bien des années auparavant. En 2013, elle a discrètement révélé qu'elle et Claude Wolfe n'étaient plus ensemble au sens traditionnel du terme. Ils s'étaient séparés, en tant que couple, dans les années 1990. Mais voici la vérité, bien plus complexe et nuancée qu'un simple divorce hollywoodien. Ils n'ont jamais divorcé. Ils sont restés partenaires. Ils sont restés amis. Il est resté, pendant un temps, son manager. Ils continuaient à posséder leur maison ensemble. Mais ils vivaient des vies séparées. Claude vivait principalement en France. Petula, elle, avait choisi de retourner à ses racines, s'installant dans un appartement élégant mais modeste dans le quartier de Chelsea, à Londres, tout en gardant son chalet suisse et sa maison à Genève. C'est cela, ce que nous soupçonnions tous. Pas un scandale caché, pas une trahison explosive. Mais une vérité adulte, silencieuse et mélancolique, la reconnaissance qu'un amour passionné s'était transformé en un partenariat fonctionnel, puis en une amitié affectueuse, mais distante. Leur lien n'a jamais été rompu. Il s'est simplement transformé. En mars 2024, Claude Wolfe est décédé. Cette nouvelle a marqué la fin poignante et définitive d'un chapitre de plus de 60 ans de sa vie. La fin de ce partenariat complexe qui l'avait à la fois propulsé vers la gloire mondiale et ancré dans une vie européenne. Dans ces rares moments de sincérité totale, Petula a aussi avoué qu'elle se demandait souvent à quoi sa vie aurait ressemblé si elle s'était arrêtée plus tôt. Si elle avait dit non à Downtown. Si elle avait été plus présente en tant que mère. Si elle s'était donné la liberté d'être, ne serait-ce qu'un temps, une femme ordinaire. Pourtant, elle n'en parle jamais avec amertume. Il y a une étrange et profonde sérénité dans ses réflexions. Une acceptation gracieuse que la vie lui a offert un cadeau extraordinaire, tout en lui en reprenant une partie essentielle en échange. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark vit toujours à Chelsea. Elle n'a plus rien à prouver à personne. Ses chansons, plus d'1 millier enregistrées dans 5 langues différentes, parlent d'elle-même. Mais la femme derrière cette voix a enfin reconnu, et nous a permis de voir, ce que les fans les plus attentifs ont toujours ressenti. Que derrière l'image lisse, parfaite et souriante, se cachait une femme bien plus en quête d'intimité que d'applaudissements, une mère rongée par la culpabilité, et une artiste qui, une journée de 1968, a tout risqué pour un simple geste de dignité humaine. Le monde la connaît encore comme la voix joyeuse de Downtown. Mais elle se connaît désormais sous un jour plus complet, plus honnête, et plus sincère. Et c'est peut-être là, finalement, sa plus belle et sa plus courageuse performance. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cette femme complexe et fascinante. Si cette histoire vous a touché, ou vous a fait réfléchir sur les sacrifices cachés derrière le succès, nous serions honorés si vous preniez une seconde pour vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à continuer de vous raconter ces histoires cachées. Quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clark? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous, nous avons hâte de partager ces souvenirs avec vous. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime si ce moment vous a plu. Votre soutien est notre plus belle récompense.